Ils contrôlent leur empire criminel depuis leurs cellules, orchestrent trafic, meurtres et menaces comme s'ils étaient encore libres. Les 100 plus gros narcotrafiquants de France pourraient être transférés dans une seule prison, ultra sécurisée pour les isoler. Et cela d'ici l'été. C'est Gérald Darmanin, le nouveau garde des Sceaux, qui veut révolutionner la lutte contre le trafic de drogue en France. Mais comment le gouvernement prévoit-il de mettre en place une telle mesure en quelques mois à peine, sans construire un nouvel établissement? Et surtout, est-ce vraiment possible? On vous explique tout dans cette vidéo. Avec un chiffre d'affaires annuel estimé entre 3 et 6 milliards d'euros, le trafic de drogue atteint des sommets en France. Ce fléau s'inscrit dans une longue histoire. Dans les années 60 déjà, la French Connection exportait de l'héroïne depuis Marseille aux États-Unis, générant à elle seule l'équivalent d'1,5 milliard d'euros par an. Aujourd'hui, 5 millions de Français consomment du cannabis et plus de 200 000 personnes vivent directement ou indirectement du trafic. Les forces de l'ordre saisissent chaque année une centaine de tonnes de drogue, mais cela reste une goutte d'eau dans l'océan de ce marché en plein développement. Par exemple, l'an dernier, 47 tonnes de cocaïne ont été saisies, c'est 2 fois plus qu'en 2023. Le problème, c'est que les narcotrafiquants restent actifs derrière les barreaux. La prison devrait casser leur business, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ils communiquent avec l'extérieur sans trop de problèmes. Emmanuel Baudin, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière Justice, approuve l'initiative de Gérald Darmanin. La classification des établissements, ça va permettre de cibler des établissements où on va mettre des détenus dangereux avec des moyens en conséquence. Et à côté de ça, on va avoir des établissements avec moins de sécurité, jusqu'à des établissements tournés vers la réinsertion. Si vous coupez les détenus, et on peut réellement les couper de toute relation à l'extérieur, pendant plusieurs mois, je pense qu'ils vont être vite remplacés à l'extérieur et donc ne plus pouvoir continuer et vont perdre leur raison. En 2024, plus de 40 000 téléphones portables ont été saisis en prison. Certains détenus, pas forcément condamnés pour trafic de drogue, n'hésitent pas à se filmer en cellule et à diffuser leur contenu sur les réseaux sociaux. Ils s'adonnent même parfois à des recettes de cuisine. Quelqu'un qui veut faire rentrer quelque chose en prison, même si vous fouillez à corps, malheureusement, il y a des orifices où le détenu peut cacher des choses et le surveillant ne va pas les voir. Donc tout ce qui est téléphone portable et drogue, ça peut rentrer même avec une fouille à corps. Voilà pourquoi aussi on veut développer, et en ayant des classifications d'établissements, ça sera possible, des chiens à détection de drogue. Le chien, s'il y a de la drogue, s'il y a de l'arme, de l'explosif, lui, il va trouver tout de suite. Donc c'est ce qu'il faut faire. Mais ça, on ne peut pas le faire sur tous les établissements. C'est pour ça qu'il faut classifier les établissements et mettre des moyens là où on met ce type de détenus qui ont des capacités d'évasion, de communiquer avec l'extérieur, de trafiquer, etc. Parmi les détenus en possession de téléphones portables, il y a bien sûr d'importants trafiquants de drogue. Ils n'hésitent pas à donner leurs ordres depuis leurs cellules et vont parfois jusqu'à commanditer des règlements de compte. En octobre dernier, un chauffeur VTC âgé de 36 ans, Nessim Ramdan, est assassiné. C'est une victime collatérale du trafic. Son meurtrier, un ado de 14 ans qui a reçu l'ordre d'un détenu de tuer le membre d'un gang rival. Sur le trajet, l'ado demande au chauffeur de s'arrêter et de l'attendre. Celui-ci refuse. Le meurtrier lui tire une balle dans la tête. Ce qui est insupportable, c'est que les prisons ne soient plus une entrave pour la plupart d'entre eux. Ils peuvent continuer leur trafic, assassiner, menacer des magistrats, des agents pénitentiaires, des journalistes ou même des avocats. Pas question de construire une nouvelle prison. Le délai serait trop long. Gérald Darmanin propose donc une solution choc, vider une prison existante. Nous allons prendre une prison française. On va la vider des personnes qui y sont et on y mettra, puisqu'on l'aura totalement isolée, totalement sécurisée, avec des agents pénitentiaires particulièrement formés et anonymisés, les 100 plus gros trafiquants. Oui, mais quelle prison? Le centre pénitentiaire ultra sécurisé de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, semble être le candidat idéal selon les syndicats. C'est l'une des prisons les plus sécurisées de France, elle a été livrée en 2014. Mais cela implique de transférer ces détenus dans un autre établissement. Actuellement, le centre pénitentiaire accueille le terroriste Salah Abdeslam ou le braqueur Redouane Faïd, surnommé le roi de la Belle. Autre hypothèse, le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. L'avantage avec Condé et Vendin, qui sont des établissements semi-enterrés, vous n'avez pas de visuel extérieur, qui sont, dans chacun de ces établissements, vous avez fait 3 prisons. Vous avez 3 prisons en une, qui sont vraiment indépendantes et qui permettent un isolement total. À Condé, on a un système de portique, à la fois pour les détenus et à la fois pour les familles. Savoir Condé-sur-Sarthe, vous avez les familles passent dans un portique millimétrique, spécial, qui détecte un certain nombre de choses. Deuxième question, où iront les détenus? Pas évident d'y répondre quand on sait que la densité carcérale atteint près de 130% en France. Si cette mesure avec 100 narcotrafiquants était mise en place, elle pourrait ensuite être déployée à plus grande échelle. Quand on est en prison et qu'on est un narcotrafiquant, on ne peut pas téléphoner et on ne peut pas avoir une vie agréable. On va voir les associations de détenus qui vont forcément monter au créneau parce que le rapprochement familial. Je pense qu'on va avoir aussi
les avocats qui vont pas être forcément satisfaits. Et puis je pense qu'on peut avoir aussi une partie des magistrats qui, eux, aiment bien avoir les détenus dont ils gèrent les dossiers à côté de leurs tribunaux. Aujourd'hui, on a des milliers de surveillants qui passent leur temps sur les routes pour emmener des détenus et présenter des détenus à des juges pour des fois même pas 3 minutes dans le bureau du juge. Donc nous, on pense, et surtout ces détenus dangereux, qu'il faut éviter de les déplacer. Il faut déployer les visioconférences. On peut faire des tas de choses. On l'a fait pendant le Covid et ça n'a gêné personne. On peut aussi faire que le juge se déplace à la prison. C'est ce qui se passe en Italie. Sachez qu'en Italie, on a même des prisons pour ces détenus hauts du spectre, très dangereux. On a même un tribunal au sein de la prison. Avec plus de 300 homicides ou tentatives d'homicide liés au trafic de drogue en 2023, les victimes sont nombreuses et ce sont souvent des jeunes. À Marseille, Wassila, une mère endeuillée, a perdu son fils en 2020 dans un règlement de compte. Depuis, elle milite pour mettre fin à ces trafics qui détruisent les quartiers. Mon fils, il a été tué par une balle et calciné. Ils ont retrouvé les corps dans une voiture. C'était mon fils qui est dans le coffre et la deuxième personne qui était devant. Avant la perte de mon fils, j'ai vécu à Frévalon, au quartier nord de Marseille. On était une famille modeste et mes enfants, ils fréquentaient les écoles hors de quartier. Donc on vivait une vie normale jusqu'à le jour où j'ai vu mon fils Brahim et commencer à fréquenter des personnes qui ne valaient pas. Quand il sortait de collège, au lieu qu'il rentrait directement à la maison, il commençait à partir dans le quartier. Moi, je n'ai pas pensé à la drogue, juste j'ai pensé à la mauvaise fréquentation. C'est une fois, j'étais moi de passage à Frévalon, j'ai vu mon fils assis avec un petit groupe de jeunes. Donc j'ai eu peur, j'ai appelé la police. Bien sûr que j'ai parlé avec mon fils, c'est normal, je lui parlais de son avenir, je lui donnais même les exemples de ses tontons, de ses frères et tout ça. Le 29 décembre, mon fils il était chez moi, il m'a parlé de la vie, il m'a dit « Maman, c'est dur la vie, je vais reprendre le travail ». Il travaillait avec les intérims, il m'a dit « Au revoir maman », le bisou comme d'habitude. Et le lendemain, j'étais au travail, sa femme, elle m'a appelé, elle me dit « Tata, Reda est mort ». J'ai dit « Ah, Brahim, il était avec Reda ». J'ai dit « Comment, il est seul ou avec qui ?» Elle me dit « Il y a une autre personne ». Donc quand elle m'a dit « Il y a une deuxième personne », j'ai compris que c'était mon fils. Ils ont retrouvé les corps dans une voiture. C'était mon fils qui est dans le coffre et la deuxième personne qui était devant. Je sais que mon fils, il a été tué par une balle et calciné. Après, moi, j'ai pas pu regarder tout ça. En tant que mère, je peux pas voir ça. Donc, j'ai préféré de garder l'image de mon fils comme il est sorti. J'étais soutenue par personne. Personne ne m'a appelée, personne ne m'a consolée, personne ne m'a dit rien du tout. J'ai pas eu ni psychologue, ni aide de personne. On a compris, en fait, tout le monde disait que c'est un règlement de compte, probablement lié au trafic de drogue. Donc pour eux, ces jeunes, ils méritent la mort, ils méritent d'être tués de cette façon. Pour eux, nous, les mamans, on n'est pas des bonnes mères, on n'a rien fait. Pourtant, on a d'autres exemples d'enfants qui sont dans le droit chemin, qui sont bien, mais eux, ils ne regardent pas ça. Comparé aux années précédentes, l'année 2023, c'est une année noire. Il y a 53 quand même morts, donc c'est énorme. Il y a des familles, il y a les sœurs, les frères, les papas, les tontons. En fait, ce n'est pas qu'une seule victime, on dit 53, mais en fait, derrière les 53, il y a des familles, il y a les familles, des familles. Donc oui, c'est une année noire pour nous. Mon fils Amine Kessassi, il avait fondé son association avant la perte de son frère. C'était Conscience écologique. Et après, il a perdu son frère à 17 ans. Et de là, il a rejoint les familles de victimes. C'est pour aider les jeunes, pour les sortir des quartiers, pour la mixité des écoles. Parce que les jeunes aussi, ils sont abandonnés, ils sont délaissés par l'État. Pourquoi pas fréquenter, pourquoi pas aller dans le cinéma, pourquoi pas aller voir d'autres... Marseille, elle est vaste. Moi, je veux dire à toutes ces jeunes, soit le tueur, soit la victime, moi, de mon côté, je peux vous pardonner. Mais
Ne restez pas dans ce domaine parce qu'il amène nulle part. Pensez à l'avenir de vos enfants. Comment vous allez faire grandir ces enfants dans un environnement de sang. J'aimerais bien que ça cesse tout ça et qu'on vive tous en paix. Et moi, si vous vraiment vous arrivez à faire ça, moi je vous pardonne. Voilà pour aujourd'hui. Que pensez-vous de cette initiative de Gérald Darmanin? Peut-elle réellement empêcher ces trafiquants de gérer leurs affaires? Donnez-nous votre avis en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour ne rien manquer de nos prochains sujets.